Bonjour, une nouvelle vidéo toujours consacrée à ce chapitre numéro 3 de la première grande partie du cours, à savoir le bonheur est-il possible, avec les trois grandes références, les trois termes clés qui sont le bonheur, le devoir et la raison. On passe donc à la première grande partie du cours, suite à l'introduction. Cette première grande partie s'appelle le bonheur, un potentiel humain à développer. On va voir dans cette première grande partie que le bonheur, pour pas mal de philosophes, est une quête. Ces philosophes-là se rangent sous la catégorie, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, des philosophes eudémonistes, c'est-à-dire des philosophes qui pensent que oui, le bonheur est possible, mais il est possible en tant qu'objectif final de la vie. Ça ne se trouve pas comme ça ne se trouve pas par hasard, c'est pas le destin qui va faire de nous des êtres heureux ou malheureux, c'est plutôt effectivement un accomplissement qui est un accomplissement qui dépend d'un travail de la raison et aussi d'une forme de devoir. Alors, on va commencer par l'étymologie trompeuse du bonheur. On va revenir sur l'étymologie du mot. Bonheur, en deux mots, c'est comme ça qu'on l'orthographiait avant. Bonheur est assimilé à la bonne fortune, au destin favorable. Pourtant, le bonheur ne vient pas tout seul, il ne tombe pas du ciel. Il faut le construire. C'est une idée du bonheur comme engagement. Mais quelles armes ou quels outils avons-nous exactement pour construire l'idée du bonheur? Eh bien, ces deux armes, selon Aristote, ces deux outils pour pouvoir conquérir le bonheur, c'est la vertu et c'est la raison. On retiendra dans cela que bien souvent, le plaisir n'a pas sa place dans cette conquête rationnelle du bonheur. Le désir, selon beaucoup de philosophes, doit être éduqué, rationalisé, pour ne pas désirer n'importe quoi et aller vers le bonheur comme un souverain bien. Effectivement, souvent, les philosophes eudémonistes nous enjoignent, nous demandent d'oublier un petit peu les plaisirs de la vie, les plaisirs excessifs, les plaisirs addictifs, pour pouvoir se concentrer sur une quête du bonheur qui, vous allez le voir, n'a pas grand-chose à voir avec l'acceptation qu'on a en général, nous, dans nos sociétés, du bonheur. Le bonheur, c'est en avoir toujours plus, toujours trop, même, dans une certaine vision des choses, mais effectivement, pour les philosophes eudémonistes, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un véritable travail de la raison, du devoir et de la vertu. Premier aperçu de l'eudémonisme avec Aristote, c'est le bonheur par la vertu. Définition d'abord de la vertu. C'est important d'avoir une définition de ce mot en particulier de vertu. La vertu est la capacité morale à agir toujours de façon juste, toujours en direction du bien. Or, le bonheur semble lui aussi être le souverain bien, on en a parlé dans la définition, le bien avec un grand B, ultime et absolu vers lequel nous voulons tous tendre. Pour Aristote, le bonheur est quelque chose... Alors, c'est une citation d'Aristote lui-même, hein, vous pouvez la retenir, vous pouvez la souligner ou la surligner, c'est une définition importante. Pour Aristote, le bonheur est quelque chose de définitif, parfait, et qui se suffit à lui-même, puisqu'il est la fin de tous les actes possibles de l'homme. Ici, quand Aristote parle de fin, c'est pas la fin the end, quoi. Hein. La fin, c'est l'objectif, c'est-à-dire que notre vie tend vers cet objectif qui est celui du bonheur. Ce tous est ici très important. Cela signifie que ce souverain bien est ce vers quoi s'oriente toute notre existence. C'est-à-dire comme on est né avec cette capacité de trouver le bonheur, eh bien tous nos actes, même les plus superflus, selon Aristote, tendent vers ce bonheur. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un objectif à très long terme. C'est l'objectif finalement de toute une vie. Pour Aristote, et c'est important de bien le considérer, chaque être vivant a un objectif à remplir. C'est-à-dire que tous les êtres qui vivent sur Terre, les plantes, les animaux et nous, les êtres humains, nous avons un objectif à remplir, une faculté qui l'amène vers un but. Cette faculté est interne à tous les êtres du monde. Alors voilà ces trois facultés qui existent chez les plantes, les végétaux, qui existent chez les animaux et qui existent chez les humains. D'abord les plantes. Les plantes ont une âme végétative. Et oui, pour Aristote, les plantes ont aussi une âme. Donc c'est pour ça que c'est pas bien de les maltraiter ou de les arracher, ou de ne pas leur donner à boire. Les plantes donc ont une âme végétative, un principe vital qui les pousse à croître, c'est leur nature, c'est leur moteur interne. Donc la plante, pour atteindre ses objectifs, elle n'a pas grand-chose à faire. Hein. Moi je me souviens que mon papa, quand j'étais petit, il avait une blague très drôle. Il s'occupait beaucoup de son jardin, il était très fier de son jardin, mon père. Et quand j'allais dans le jardin et que je disais « Oh, dis donc, ils sont beaux tes poireaux » ou « Il est beau ton arbre », il me disait « Ouais, enfin en même temps il a que ça à foutre ». C'est une assez jolie définition et ça rejoint assez Aristote. Donc mon père était aristotélicien. Je vois que l'écran a figé, je vais être obligé d'interrompre cette vidéo, cette anecdote complètement hors de propos, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, puisque là, on est coincé, on est figé.